Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est le dernier webinaire de cette saison spéciale Jeunes chercheurs dédié aux travaux de recherche récents sur la bio pour poser des réflexions pour les transitions. Et donc, cette programmation, vous la connaissez bien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Sénégas, qui est docteur en sciences politiques, une discipline qui n'a pas du tout été abordée dans le cadre de la recherche jusqu'à aujourd'hui. Et on va parler plus spécifiquement des lenders et des régions face à l'agriculture biologique. On va vous expliciter juste après en quoi consiste ce titre. Et donc, Léa, peut-être, je vais te présenter rapidement. Donc déjà, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Tu es actuellement en postdoc au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris et tu travailles sur les machines agricoles. Et tu mènes notamment des enquêtes auprès des concessionnaires agricoles dans le cadre d'un projet qui s'appelle Coeditag et qui est porté par INRAE. Et avant cela, tu as travaillé dans le cadre de ta thèse, et c'est à ce titre-là que tu interviens aujourd'hui. Cette thèse, tu l'as réalisée en sciences politiques au sein du laboratoire AREN sur la capacité des régions et des lenders à produire des politiques en direction de l'agriculture biologique. Tout à fait. Si tu souhaites compléter, n'hésite pas. Peut-être avant de commencer, quelques informations un peu pratiques sur le déroulement du séminaire. Comme on a eu l'occasion de le faire les quelques dernières fois, ce webinaire va se dérouler sous la forme d'un entretien. Donc, je vais poser des questions à Léa pour lui permettre d'expliciter le travail qu'elle a réalisé. Alors, donc Léa, tu t'es intéressée au rôle des régions dans le développement de l'agriculture biologique. Est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi, pourquoi cette échelle régionale en fait? Est-ce Ouais. que c'était un angle qui était peu étudié jusqu'ici? Oui, donc merci pour la question. Donc je vais, commencer, en fait cette question de, pourquoi choisir ce sujet m'amène à revenir un petit peu sur la littérature en sciences politiques qui s'est intéressée au secteur agricole. Il faut savoir que, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a un ensemble d'auteurs qui vont s'intéresser à la manière, dont le secteur agricole est géré par la puissance publique. Donc, surtout là, je parle d'auteurs qui se sont intéressés aux États, de l'Europe, de l'Ouest et donc ils ont montré que dans la majorité des États d'Europe de l'Ouest, la régulation publique du secteur agricole était caractérisée par un modèle de gestion dit néocorporatiste. Alors néocorporatiste, à quoi ça se réfère? C'est le fait qu'il y a une forte intervention de l'État en coopération avec le syndicalisme agricole, qui intervient à la fois dans, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Et en fait, dans les années 50-60 en France plutôt, ce syndicalisme, il est, majoritaire, voire quasiment monopolistique. Il y a très peu en fait de, syndicats qui, le concurrencent. Donc ce qui est assez intéressant, c'est en sciences donc il y a eu un processus d'européanisation des politiques publiques avec la mise en œuvre de la PAC, donc surtout au début des années 60 et les auteurs montraient que, malgré l'européanisation, finalement, on restait sur un mode de gestion néocorporatiste parce que la majorité des politiques publiques européennes étaient négociées entre les États. Donc c'était de l'interétatique et donc finalement, ça restait les gouvernements et les syndicats qui avaient, un pouvoir assez important. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin des années 90 et début des années 2000, il y a eu différentes, réformes de la politique agricole commune qui ont, œuvré à, faire évoluer les modalités de gestion du secteur agricole. Donc des auteurs comme F. Fouilleux et Mathieu Ansaloni, se sont intéressés, eux, à l'échelle de l'Union européenne sur de nouveaux compromis, en fait, qui vont être mis en place, vers dans 2 directions. La libéralisation des instruments d'action publique de la PAC et le verdissement, avec une reconnaissance de la multifonctionnalité de la PAC. Et ce qui est assez intéressant donc, en ce qui nous concerne, c'est que cette reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture par la politique, agricole, commune, a amené à un processus de territorialisation des politiques agricoles, qui a été notamment étudié par, Marielle Berrier-Solec et Aurélie Trouvé. Et donc ces autrices ont montré que, il y avait pas seulement un changement du contenu de la politique, mais aussi des modalités de gestion et notamment des échelles de gestion.
Et donc la thèse d'Aurélie Trouvé, par exemple, porte sur la manière dont la régionalisation de certaines politiques européennes a amené, ou non d'ailleurs, ça dépend des régions, à un pluralisme en fait des compromis, donc avec notamment dans certains territoires, une prise en compte accrue de syndicats minoritaires. Donc moi, je me situe vraiment dans la continuité de ces travaux, donc c'est important d'avoir ces travaux en tête avant de rentrer un petit peu plus dans ce que je fais dans ma thèse. Mais j'ai changé un petit peu la focale. Moi, je me suis demandé, donc je suis pas forcément partie du changement d'échelle, je suis plutôt partie de l'agriculture biologique. Et je me suis demandé dans quelle mesure est-ce que le fait que l'agriculture biologique et le soutien à l'agriculture biologique soit une politique relativement marginale dans les politiques agricoles, ça a permis aux régions de renforcer, et aux landers, hein, de renforcer leur capacité d'action. Super. Et alors justement, la capacité d'action, c'est un terme qu'on va beaucoup remobiliser au cours de cet échange. Alors si tu veux bien nous définir cette notion en quelques mots, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc la capacité d'action, c'est vraiment le terme un peu clé de ma thèse. Je l'ai emprunté cette notion à des auteurs américains, Painter et Pierre, qui l'ont en fait développé parce qu'il y a un contexte, enfin, dans un contexte de fragmentation de l'action publique à différentes échelles, il voulait parler du fait qu'on pouvait de moins en moins parler de gouvernement, parce que le gouvernement, c'est un peu le gouvernement de l'État très centralisé, et qu'on devait trouver d'autres formes de gouvernance. Et donc la capacité d'action, pour eux, elle désigne la faculté des acteurs qui participent à l'action publique, donc ça peut être différents types d'acteurs, à définir une orientation à l'action publique. Ou en d'autres termes, à prendre des décisions, à élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques. Donc de manière plus substantielle, la capacité d'action, elle est vue comme un ensemble de ressources. Alors moi, j'en ai déterminé 4 dans ma thèse. Donc moi, je m'intéresse spécifiquement sur la capacité d'action des régions. Donc il y a des ressources institutionnelles qui correspondent à des compétences juridiques ou à l'accès à des instances de négociation. Il y a des ressources opérationnelles, des moyens financiers, logistiques, humains, des ressources analytiques, l'accès à l'information et la capacité à produire une expertise ou une stratégie de politique publique. Et enfin, des ressources politiques, donc c'est la légitimité par l'élection ou par la participation à des groupes d'intérêt, par exemple. Et ce qui est vraiment important dans mon travail et ce qui a été, sur lesquels reposent mes hypothèses, en fait, c'est que cette capacité d'action des régions ou des landers, hein, dans un contexte de fragmentation des ressources, elle doit être pensée de manière relationnelle. C'est-à-dire que les régions, c'est pas seulement le stock des ressources qu'il faut penser, mais aussi la faculté qu'elles ont à utiliser de manière autonome ces ressources, en particulier vis-à-vis des échelons suprarégionaux, à savoir l'Union européenne et l'État, qui peuvent les contraindre. Donc il y avait cette notion. Donc je me suis intéressée bien évidemment au stock de ressources, est-ce qu'il augmente ou pas, mais aussi à leur faculté plus ou moins importante d'être autonome dans l'utilisation de ces ressources. Et il y a un autre enjeu, c'est plutôt par rapport aux représentants professionnels qui participent à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques régionales de soutien à l'agriculture biologique. Il y avait un enjeu de la manière dont les collectivités, enfin les régions et les landers, pouvaient inciter les partenaires d'action publique à utiliser leurs ressources et donc orienter en fait l'utilisation de leurs ressources. Donc ce qui m'amène à 2 hypothèses un peu fondamentales de ma thèse. La première, c'est plutôt une hypothèse qui a trait à la gouvernance multiniveau. Donc c'est que la marginalité des politiques de soutien à l'agriculture biologique octroie aux régions un espace de liberté vis-à-vis des échelons supérieurs qui leur permet en fait de développer une capacité d'action. Ma deuxième hypothèse, elle est plutôt horizontale, parce que c'est plutôt dans le lien avec les partenaires, c'est que le caractère alternatif de l'agriculture biologique renforce la capacité d'action des autorités régionales parce qu'elle permet aux exécutifs de traduire des orientations politiques différentes, à la fois par le choix des instruments et des partenaires d'action publique. Et là, je précise juste pourquoi des partenaires d'action publique, parce que sur mes 4 terrains, pardon, en fait, il y a 2 formes de représentation professionnelle et c'est la particularité de l'agriculture biologique parce qu'il y a les chambres d'agriculture qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques, mais il y a aussi des représentants spécifiques de l'agriculture biologique. En fait, cette dualité serait
un des facteurs de capacité d'action des régions. C'est l'hypothèse que je fais parce que ça permet de choisir en fait des partenaires d'action publique. Mais j'y reviendrai plus tard dans les résultats. Ok, bah merci pour ce premier éclairage. Et alors, du coup, pour traiter ces hypothèses, tu as comparé la France et l'Allemagne. Pourquoi ces deux pays? Alors, la comparaison entre la France et l'Allemagne, elle est fondamentalement pardon, liée à ma première hypothèse, qui est sur l'hypothèse de la gouvernance multiniveau. Il faut savoir que l'Allemagne, c'est un État fédéral, alors que la France, c'est un État décentralisé. Donc, au départ, d'une certaine manière, la capacité d'action des Länder et des régions est très différente. Les Länder ont beaucoup plus, par exemple, de compétences juridiques. Ils ont des budgets qui n'ont rien à voir, enfin, sans commune mesure avec les régions françaises. Donc, il y a une différenciation très forte entre ces deux États, mais ces deux États sont intégrés à l'Union européenne. Et donc, mon hypothèse de départ, c'est celui, dans le cadre des politiques de soutien à l'agriculture biologique qui sont partiellement inclus au sein de la politique agricole commune, d'une convergence en fait entre les deux États au fur et à mesure de l'européanisation. Parce que j'examine la capacité d'action, l'évolution de la capacité d'action des régions et des Länder sur une temporalité qui va des années 80 à 2020. Donc en fait, sur ce laps de temps, il y a eu un processus d'européanisation. Donc mon hypothèse de départ, c'est que c'est ce processus d'européanisation qui a tendance à, voilà, à aboutir à une convergence entre les deux États. Hmm. Et donc, bah, pour aller un petit peu plus loin sur cette comparaison, tu n'as pas comparé l'entièreté des régions allemandes et françaises. Il t'aurait fallu peut-être une dizaine de thèses pour arriver à faire ce travail. Tu as Tout retenu à deux fait. régions françaises et deux Länder. Alors, est-ce que tu veux bien nous préciser comment tu les as choisis et puis pourquoi ces choix méthodaux? Tout à fait. En effet, donc j'avais cette première hypothèse comparative, hein, qui était sur vraiment, l'appartenance à un contexte national différent, fédéral décentralisé et puis la convergence. Et j'ai une deuxième hypothèse comparative qui est plutôt à l'échelle des régions. Donc j'ai choisi en fait, dans chacun des États 2 régions parce que je voulais faire varier en fait les systèmes agricoles au sein de ces régions-là. Heu, En fait, j'ai choisi alors peut-être que je vais revenir à la carte. En Allemagne, 2 Länder, la Hesse qui est en jaune, donc plutôt à l'ouest, hein. J'ai choisi 2 Länder de l'ouest parce qu'à l'est, l'histoire était trop complexe à traiter et donc la Hesse et j'ai choisi la Basse-Saxe, donc en rose là, à l'ouest et en France, j'ai choisi la Bretagne et l'Auvergne. Et en fait, à chaque fois, j'ai rapproché, 2 régions, donc un Länder et une région, hem, au niveau des systèmes agraires. La Bretagne et la Basse-Saxe proposant des systèmes agraires beaucoup plus intensifs. Donc j'ai fait l'hypothèse que dans ces régions, le pouvoir du syndicat majoritaire et des chambres d'agriculture était beaucoup plus fort, donc peut-être que ça pouvait atténuer la capacité des régions. Et à l'inverse, l'Auvergne et la Hesse présentaient un système agricole un peu plus extensif. Et donc j'ai fait l'hypothèse aussi que peut-être le pouvoir des syndicats agricoles était, enfin du syndicat majoritaire agricole était un peu moins fort. Et donc que la capacité d'action était plus grande. Donc c'était vraiment ma volonté de faire une hypothèse comparative aussi sur les systèmes agricoles, avec comme variable intermédiaire le poids différencié de la représentation professionnelle majoritaire. Ok. Et alors, du coup, pour tester l'ensemble de ces hypothèses, quelle démarche est-ce que tu as mise en œuvre dans le cadre de ta thèse? Ça fait beaucoup de questions. Oui. Ouais, ouais, j'avais un ensemble du coup de 4 questions, alors qui étaient donc 2 hypothèses un peu généralistes et puis 2 hypothèses comparatives. Donc pour tester ces hypothèses, je suis j'ai fait une enquête de terrain. Donc, une enquête de terrain qu'on appelle qualitative, parce que j'ai pas trop, étudié sur des données quantitatives. J'ai vraiment fait, de l'enquête qualitative et j'ai notamment réalisé, 80 entretiens semi-directifs avec différents donc au sein de chacun des 4 cas régionaux, donc l'Auvergne, qui est devenue l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, la Bretagne, la Hesse, la Basse-Saxe et donc les acteurs que j'ai rencontrés, c'est la majorité, on va dire, des acteurs qui participaient directement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de soutien à l'agriculture biologique. Donc il s'agissait, par exemple, en France,
des services déconcentrés de l'État, des élus et de l'administration des régions, mais aussi des représentants voilà, de la FRAB, enfin des FRAB au niveau régional, voire des GAB même, donc les groupements d'agriculture biologique, la Fédération régionale des agriculteurs biologiques, pardon pour les sigles, et puis les chambres d'agriculture également. Et puis donc en Allemagne, c'était assez similaire, sauf que par exemple, il y a pas d'agent d'État déconcentré en Allemagne. Mais voilà. Donc une grosse partie de mes données viennent d'entretiens que j'ai réalisés avec ces personnes-là. Et un autre volet de mes données, c'est l'analyse des documents d'archives. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis vraiment repartie des années 80, donc de la mise à l'agenda des premiers soutiens agricoles jusqu'à 2020, où enfin, la fin de mon enquête. Et donc j'ai récolté voilà, une centaine de documents d'archives dans chacun des 4 cas pour vraiment essayer de me remonter et de faire une chronologie en fait de ces politiques publiques. Et donc, pour résumer, que ce soit les données sur lesquelles tu t'es appuyé à travers les enquêtes ou pour les archives, on s'étale sur une période de combien de temps? D'une quarantaine d'années en fait. D'accord. Du début des archives que j'ai récoltées jusqu'à 2020. Donc en fait, j'ai produit vraiment des chronologies. Alors dans ma thèse, c'était des grands tableaux avec à la fois l'évolution des budgets et à la fois l'évolution des instruments d'action publique dans chacun des cas régionaux que j'ai étudiés. Ok. Et pour les enquêtes, du coup, là, c'est vraiment plus sur des actualités plus récentes. Oui, alors pour les entretiens semi-directifs, oui, parce que certains acteurs avaient une historicité, mais pas tous. Donc pour certains, j'ai pu parler en fait, par exemple des années 80-90, certains des enquêtés, mais il y avait une grande partie, c'était plutôt voilà, à partir des années 2000-2010 qu'ils avaient conscience de ce qui s'était passé sur l'agriculture biologique. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup les archives qui m'ont aidé à faire ce À retour retracer, historique. oui. Mhm. Et donc, bah, ces enquêtes et enfin, les entretiens, pardon, et puis les enquêtes par analyse d'archives t'ont permis de montrer que les régions se sont imposées comme actrices du soutien à l'agriculture biologique. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, sur la base de cette analyse, comment est-ce qu'ils ont construit cette capacité d'action finalement? Ouais. Il y avait en effet 2 enjeux à ma thèse. Déjà, montrer qu'il y avait un renforcement et ensuite expliquer les facteurs. Donc je vais le Hmm. faire maintenant. Donc sur le renforcement, il se traduit notamment, par 2 augmentations de ressources, on va dire, donc par rapport au tableau, hein, que je vous avais montré en introduction. Hmm. D'abord, une évolution considérable des budgets qui ont progressivement augmenté. Donc là, je vous ai mis à partir de 2004, mais depuis les années 80. Des budgets propres des régions dédiées à l'agriculture biologique, des régions et des Länder, hein, pardon, mais c'est toujours les 4 cas régionaux que j'étudie. Donc au sein de mes 4 cas, il y a eu une augmentation. Et ce qui a été intéressant, c'est que quand j'ai fait ma chronologie, j'ai comparé les séquences entre les 4 cas et je me suis rendu compte que euh, les séquences où il y avait une augmentation de budget les plus importantes, c'était souvent lorsque la majorité était plutôt de gauche, avec des coalitions avec les partis écologistes. Hmm. Et qu'en fait, quand les majorités de droite arrivaient, il n'y avait pas vraiment de retour en arrière sur les budgets, il y avait plutôt une stagnation, voire une légère augmentation, mais en tout cas, ça ne remettait pas en cause Les l'augmentation qui avancées. avait été Hmm. prévue, voilà, c'est ça, par les majorités. Donc en fait, l'augmentation du budget, là je parle des politiques propres, est vraiment liée en partie à la variable partisane en fait. Donc les alternances font que progressivement ça a augmenté. Ensuite, un deuxième élément de ce renforcement de la capacité d'action concerne les ressources institutionnelles, donc plus les compétences. Et là, ce qui est intéressant, enfin ce qui est assez marquant dans ma politique que j'observe, c'est vraiment la décentralisation de la gestion du second pilier de la politique agricole commune, qui intervient en 2003 en Allemagne, donc beaucoup plus tôt, 10 ans après à peu près en France, en 2014.
Et donc là, on a, notamment en France, hein, la première acte de décentralisation qui parle spécifiquement de l'agriculture. Les politiques agricoles, les collectivités en proposaient, bien sûr, avant, mais dans le cadre de la compétence générale. Et là, vraiment, on a une décentralisation qui porte sur l'agriculture. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette décentralisation, enfin cette gestion du second pilier de la PAC, c'est à la fois un renforcement dans les ressources, mais j'ai montré dans la thèse qu'il fallait pas non plus surinterpréter en termes de capacité d'action cette décentralisation de la gestion du second pilier de la PAC, parce que les régions comme les Länder sont quand même extrêmement limitées par des cadres nationaux et le règlement de développement rural européen dans l'utilisation des ressources en fait qui sont issues de la PAC. Ça veut dire quoi, PDR? PDR, c'est les plans de développement régionaux, Ruraux. ruraux, pardon. Régionaux. Ruraux. Non, ruraux. Plan de développement rural. Ok. Ouais. C'est la déclinaison des règlements de développement, du règlement de développement rural européen. Ok. Donc un renforcement progressif de la capacité d'action des régions pour soutenir l'agriculture biologique. Et en même temps, tu évoques une limitation de cette même capacité par les politiques européennes. Est-ce que du coup, ça fait qu'on se dirige vers une harmonisation des politiques régionales de soutien à la bio à l'échelle européenne ou, Oui, elle comment est est-ce tout que à fait. ça Ouais. Mais en fait, ça c'est intéressant parce que finalement, je dirais oui et non à cette question. Parce que ça dépend des aides qu'on observe. Donc, je vais commencer par les aides où il y a vraiment une très forte harmonisation à l'échelle de mes 4 cas, en fait. Quand, je compare, donc historiquement l'Auvergne, la Bretagne, la SE et la Basse-Saxe, dans les années 90, il y a des politiques, il y a des dispositifs qui sont très différents entre les 4 régions. Et progressivement, sur les dispositifs en direction des acteurs économiques de la filière, à savoir donc des aides directes aux agriculteurs, mais aussi des aides directes aux transformateurs, aux distributeurs, on voit qu'il y a progressivement vraiment une harmonisation. Et cette harmonisation, elle est directement liée, issue des politiques européennes. Parce que l'Europe, à partir de la fin des années 2000, va interdire aux régions d'agir par des dispositifs propres avec des aides directes, en fait, pour des enjeux de concurrence, principalement. Donc, en fait, d'un côté, tous les dispositifs qu'elle proposait de manière propre aux acteurs économiques, des petites aides, par exemple, sur le fait d'avoir accès à du matériel, etc., finalement, ils vont s'arrêter et l'ensemble des dispositifs proposés, ça va être du cofinancement d'aides qui vont être au sein du second pilier de la PAC. Hmm. Donc, finalement, sur mes 4 régions, en ce qui concerne les aides directes aux acteurs économiques, je me retrouve sur les PDR, donc les plans de développement ruraux, oui, de 2014 à 2020, avec similairement les mêmes. Donc, ils proposent l'aide à la conversion en agriculture biologique et l'aide au maintien en agriculture biologique en direction des agriculteurs. Ils proposent du soutien aux investissements matériels, à la fois aux agriculteurs et aux entreprises de l'aval de la filière et un soutien à la certification. Bon, sauf la Bretagne, parce qu'en fait, l'enveloppe donc, a été rapidement terminée et donc ils ont arrêté en fait en cours de PDR, enfin de Ok. programmation. Ouais. Mais donc en fait, finalement, en Allemagne ou en France, qu'on soit en SE, en Bretagne ou en Auvergne, et ben, dans les aides directes, c'est similairement les mêmes. En réalité, les différenciations sur ces aides-là, elles se font plutôt sur les plafonds des aides et éventuellement sur les montants en Allemagne. Mais sur la présence ou non et l'accessibilité, il y a très peu de différenciation. Par contre, sur les aides plutôt aux structures de développement, par exemple à la FRAB, aux chambres d'agriculture, donc plutôt sur le conseil agricole ou des aides à la recherche aussi, parce qu'il y en a. Là, par contre, c'est des politiques propres des régions et il y a plus de différences. On perçoit plus de différences entre les cas parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la politique européenne et donc il y a beaucoup plus d'autonomie en fait des régions et des Länder sur l'utilisation de ces fonds propres. Ok. Alors du coup, si je comprends bien, finalement, il y a une harmonisation globale par l'Union européenne
sur le type d'aide dont peuvent bénéficier les acteurs économiques. C'est bien ça. Par contre, il y a une modulation à l'échelle des régions en fonction des alternances politiques. C'est ça, hein? Oui, et donc cette modulation en fonction des alternances politiques, en fonction des régions, ça c'est un grand résultat de ma thèse. Elle se fait en fait essentiellement sur l'instrument d'action les instruments d'action publique qui touchent plutôt la communication envers les consommateurs, l'alimentation, les politiques alimentaires, les politiques de soutien à la recherche, les politiques aussi de soutien aux structures de développement, donc c'est-à-dire le réseau des GAB et des FRAB, ou les chambres d'agriculture, voilà. Mais moins sur les aides directes aux agriculteurs qui, elles, parce qu'elles sont très contraintes. Et donc, un des résultats vraiment de ma thèse, des grands résultats de ma thèse, c'est d'avoir montré. Alors, je dis un des grands résultats, ça peut paraître normal que quand il y a des alternances, il y a des politiques publiques qui changent. En réalité, la science politique en France a plutôt tendance à dire, en fait, il y a très peu de variations des politiques publiques quand on passe de gauche à droite. Mais il y a certaines politiques publiques. Alors moi, j'ai montré que l'agriculture biologique était une politique emblématique parce qu'elle a cette spécificité d'être sur un faible budget, mais que les exécutifs régionaux, en fait, s'y engagent fortement lors des alternances pour marquer un changement. Donc un changement qui est visible, en fait, par les électeurs. Donc ça, c'était un des gros résultats de ma thèse, parce que c'est pas toujours le cas. Et donc j'ai montré pourquoi est-ce que voilà, l'agriculture biologique était une politique emblématique. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un budget qui est très restreint, entre 1,3 et 2,8 millions d'euros selon mes cas. Donc c'est un peu la fourchette, ce qui est très faible par rapport au budget en fait des régions qui sont plutôt en termes de milliards. Et donc il y a une forte effectivité performative. J'entends. Si jamais on décide de doubler le budget à la bio, en fait, c'est pas grand-chose du point de vue du budget global de la collectivité. Donc en fait, c'est facile de faire des variations parce qu'il y a peu d'impact. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est une politique où c'est assez aisé de faire du changement lors des alternances. Deuxième facteur, c'est que c'est une politique où il y a une forte politisation au sein des assemblées autour de cet enjeu d'agriculture biologique. En fait, mes recherches dans les archives ça a consisté en grande partie à étudier les comptes rendus des sessions des assemblées régionales. Et là, j'ai vu que vraiment l'enjeu de l'agriculture biologique, c'était un enjeu qui activait les conflits partisans avec différentes positions en fait des partis politiques autour de cet enjeu. Donc, je vous donne juste deux exemples pour après un peu caricaturaux, on va dire, mais par exemple, les partis écologistes, ils considéraient l'agriculture biologique souvent comme ayant vocation à remplacer à terme le système agricole conventionnel, ce qui veut dire que pour eux, il faut absolument développer la bio, enfin les politiques de soutien à l'agriculture biologique, à la fois en direction de l'offre et de la demande, et sans en fait condition. Alors que par exemple les partis de droite, ils sont plutôt sur une conception de l'agriculture biologique comme une niche économique qu'il faut en effet soutenir, mais davantage quand il y a une différence entre l'offre et la demande pour essayer d'aider l'offre, donc d'aider plutôt les agriculteurs. Donc et potentiellement sur un laps de temps limité. Donc il y a vraiment des enjeux politiques derrière. Et ce que j'ai montré aussi, c'est qu'il y a un troisième facteur du fait que c'est une politique emblématique, c'est cette dualité de la représentation. Donc avec les chambres d'agriculture qui sont tenues par les syndicats majoritaires dans les régions que j'ai étudiées, je le souligne, et les représentants spécialistes des agriculteurs biologiques. Et en fait, lors des alternances, la différenciation, c'est souvent caractérisée par le fait que, par exemple, à gauche, on préférait s'appuyer sur le réseau FRAB, Fédération des agriculteurs biologiques, et plutôt les majorités de droite avaient tendance à privilégier les chambres d'agriculture. Hmm. Mais je peux peut-être vous montrer un exemple, si on a le temps rapidement. Oui, bien sûr. Je vais vous montrer en fait 2 exemples, l'Auvergne et l'Ora. Donc exemple, hein, des changements qu'il y a eu lorsqu'il y a eu des alternances. Donc là, ce sont 2 alternances différenciées. En Auvergne, donc c'est, en 2004, il y a le parti socialiste, qui prend la suite, du parti donc plutôt c'était
D'ailleurs, j'ai mis UDR, mais c'était... Bon, bref, mais c'était Valéry Giscard d'Estaing, donc plutôt centre droit. Et donc là, on voit directement, en 10 ans, le budget passe de 200 000 euros par an, pardon, à l'agriculture biologique à 1 million d'euros. Donc, ce qui est assez impressionnant comme augmentation du budget, ce qui correspond à la fois à un renforcement des dispositifs qui étaient déjà présents en fait sous l'ancienne majorité, soutien à l'interprofession, à la recherche, etc., mais aussi à la mise en place de nouveaux dispositifs comme le pôle de conversion qui est en fait le financement de conseillers en agriculture biologique. Et donc, on est sur un partenariat d'un point de vue de la gouvernance qui est assez pluriel, où est intégrée à la fois une interprofession de l'agriculture biologique, le GRAB, donc la fédération, là, c'est Groupement régional des agriculteurs biologiques, et puis la Chambre d'agriculture. Et on a, à l'inverse, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2016, un passage du PS au LR, donc les Républicains. Le budget, en fait, a relativement stagné. Ça correspondait, en fait, au budget des deux régions qui étaient mis ensemble, des deux anciennes régions. Mais par contre, il y a une réorientation des dispositifs vraiment vers les agriculteurs. Il y a un arrêt, par exemple, de dispositifs qui étaient destinés à la communication envers le grand public. Un arrêt aussi des politiques, enfin, en fait, les politiques alimentaires, elles sont réorientées vers les produits locaux et non pas les produits bio. Et en 2017, quand l'État le permet, il y a une fermeture aussi de l'aide au maintien parce que l'aide au maintien est considérée par les élus régionaux comme étant une distorsion du marché. L'aide au maintien qui intervient en fait après l'aide à la conversion. Donc, Hmm. on voit vraiment sur les instruments d'action publique, il y a une différence. Et il y a aussi une différence assez importante sur les partenaires de l'action publique, puisque Hmm. la région donne le pilotage de la politique de soutien à l'agriculture biologique à la Chambre d'agriculture. Elle entérine la fermeture de l'interprofession en arrêtant en fait le financement de cette interprofession et elle diminue considérablement les soutiens au réseau de la FRAB. Voilà. Merci pour cette illustration très concrète de ton propos. Du coup, si on veut résumer de manière simple l'ensemble de ce travail, quel est le message que tu souhaites faire passer à nos auditeurs pour un petit peu les messages à retenir finalement des résultats de ton travail de thèse? Mm. Donc, je vous ai déjà fait, je ne reviendrai pas, mais déjà fait un petit peu un résumé sur les grands résultats. Mais ça Oui, me paraissait intéressant de répondre à cette question en faisant un petit pas de côté. Et notamment par rapport aux agriculteurs biologiques, en fait, ce retour historique m'a permis vraiment de mettre en avant, mais bon, c'est pas forcément une nouveauté, hein, mais je trouvais que c'était intéressant d'y revenir, la grande variabilité des dispositifs d'aide à l'agriculture biologique, particulièrement en France, dans le temps en fait. Donc, il y a énormément de coupures. À la fois, il y a les dispositifs qui évoluent. Je prendrai l'exemple de l'aide aux agriculteurs biologiques. Au départ, bon, voilà, c'est des aides qui sont un peu propres aux régions. Ensuite, il y a les CTE qui vont se mettre en place. Ensuite, ça va devenir la CAB et la MAB. Et en fait, ces aides-là, elles vont évoluer et en même temps, elles vont changer aussi de gestion. C'est-à-dire qu'au départ, c'est plutôt l'Union européenne avec l'État. Ensuite, il va y avoir une régionalisation. Là, en 2022, il y a une recentralisation. Donc, on voit que en fait, toutes ces changements, pardon, créent beaucoup d'incertitudes pour les acteurs de la filière. Et ça permet pas d'anticipation. Donc, moi, ça me paraît être un peu une difficulté de ces politiques de soutien à l'agriculture biologique. Et merci peut-être, oui, beaucoup. je Oui, peux vas-y, enchaîner Léa. sur les forces et les limites du renforcement des régions. C'est que, en fait, quand on... Donc, cette régionalisation, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Et là, il y a un petit peu de possibilités d'interpréter, on va dire, ce changement d'échelle. Il y a d'abord le fait que bah, la régionalisation permet de prendre en compte davantage les particularités régionales. Donc, dans les politiques agricoles, ça peut être intéressant. Mais en même temps, elle augmente les inégalités territoriales à l'échelle nationale sur le traitement en fait, des agriculteurs biologiques, par exemple. Par exemple, fermeture de la MAP dans une région, et puis, donc, en fonction des régions, on a accès ou pas à cette aide. Euh, En même temps, on peut se dire, voilà, le fait que y ait, ce soit une politique emblématique, ça renforce la démocratie locale. J'entends, si on vote pour un parti au niveau régional, en fait, il y aura des répercussions sur les politiques publiques assez concrètes. Donc, c'est plutôt positif pour la démocratie locale.
Et dans un même temps, ça crée beaucoup d'incertitudes parce qu'en fait, en fonction des alternances, on peut avoir des bouleversements des dispositifs. Et là encore, comme je disais tout à l'heure, un manque d'anticipation et des difficultés de... Et alors, pour revenir sur la capacité des régions qui est limitée, donc on a bien parlé de l'européanisation, il y a aussi le rôle des représentants professionnels. Et du coup, est-ce que tu veux bien expliciter la mesure dans laquelle bah, les catégories de représentants professionnels, justement, vont limiter cette capacité d'action en région? Oui. Oui, merci, ça me permet de revenir sur ma deuxième hypothèse comparative, en fait. Alors ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est que le fait qu'il y ait une dualité de représentants professionnels, finalement, ça renforce la capacité d'action. Parce que ça permet aux exécutifs de choisir. En fait, ces deux formes de représentation, les chambres d'agriculture, donc dominées par les syndicats majoritaires, et puis les représentants des agriculteurs biologiques, fait que donc, les deux sont en conflit, en fait, enfin, sont en concurrence pour accéder à l'argent public. Donc ça permet en fait aux exécutifs, quand il y a un changement de majorité, de dire bah, on va réorienter les sous plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. Donc ça, en soi, ça donne en fait plus de capacité d'action en région, contrairement à d'autres politiques où finalement ils sont obligés de traiter, par exemple, avec les chambres d'agriculture parce qu'en fait, il n'y a pas de représentation en parallèle qui est bien institutionnalisée. Et donc, j'ai montré dans ma thèse que dans l'ensemble des cas régionaux, en Allemagne comme en France, il y avait vraiment à partir des années 90, l'institutionnalisation d'une représentation spécifique de l'agriculture biologique. Seulement, ce que je montre également, c'est que, en fait, cette représentation spécifique de l'agriculture biologique, elle est beaucoup plus dépendante des deniers publics régionaux que les chambres. Je m'explique, les chambres, en fait, elles ont des subsides, beaucoup de l'État, donc d'autres subsides en réalité. Donc la part, en fait, des financements régionaux est faible dans leur budget total. Donc elles sont moins dépendantes, en fait, des alternances, alors même que voilà, un passage à droite, par exemple, peut être vraiment peut affaiblir considérablement plutôt les représentants des agriculteurs biologiques. Super, merci Léa. Et alors, bah, peut-être avant de laisser la place aux questions de nos auditeurs, j'ai une dernière question pour toi pour conclure et ouvrir un peu la réflexion. Donc, on a beaucoup parlé capacité d'action à soutenir l'agriculture biologique et donc en région sous l'influence bah, de l'Europe et de l'État. Comment tes travaux résonnent avec d'autres travaux récents en sciences politiques? Tu parlais tout à l'heure d'une consoeur qui a travaillé sur la biodiversité, par exemple. Mm. Oui, alors il y a un peu 2 dialogues que je peux faire avec des travaux récents. Mm. Bon, par ailleurs, c'est des collègues avec lesquels je travaille, donc enfin, n'hésitez pas à lire leurs travaux aussi. Je pensais en particulier, donc il y a vraiment un renouveau un peu des travaux sur les politiques agricoles locales aujourd'hui, donc dans les années 2020, là. Je pense aux travaux de Jeanne Pain sur les politiques alimentaires locales, si ça vous intéresse. Donc, c'est pas sur la bio spécifiquement, hein, c'est un peu plus large, mais qui s'intéresse aux régions et aux métropoles, qui fait une comparaison dans sa thèse. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les travaux de Jeanne Pain montrent plutôt le rôle d'inertie des représentants professionnels majoritaires dans le changement. Et moi, je me situe un petit peu à côté, c'est-à-dire que je montre que voilà, l'agriculture biologique est un peu spécifique, parce qu'étant donné qu'il y a cette dualité, ça affaiblit un peu, ça contribue parfois à affaiblir ou à potentiellement affaiblir quand les exécutifs régionaux le choisissent, les représentants professionnels majoritaires. Donc il y a quand même des changements qui se passent. L'inertie est un peu moins forte que dans les politiques alimentaires qu'elle a observées. Ensuite, de manière plus large, mes travaux dialoguent aussi avec des travaux d'autres autrices et auteurs qui ont travaillé sur l'environnementalisation des politiques locales. Et donc, je pense notamment au travail d'une collègue qui a travaillé sur les politiques régionales de la biodiversité. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment est-ce que les enjeux écologiques aujourd'hui, ils viennent repolitiser les politiques locales. Et elle l'a montré dans le cadre de la biodiversité, de même que dans le cadre de l'agriculture biologique, des enjeux de coalition en fait entre les élus et donc elles, c'est les associations environnementales ou les chasseurs, en fait viennent aussi remettre au goût du jour le fait que les alternances vont avoir un effet direct sur les politiques publiques, notamment par le choix des partenaires. Donc ça, c'est vraiment important, l'écologisation des politiques locales qui contribue à réactiver la variable partisane à l'échelle locale.
Super. Et donc, on peut peut-être déjà dire aux personnes qui nous écoutent que donc ce webinaire sera rediffusé sur la chaîne YouTube de la chaire Agriculture biologique. Et dans le descriptif, on prend pour habitude de nommer un certain nombre de ressources. Donc, Léa, si tu veux bien, on pourra peut-être repréciser par écrit les différentes références Oui, auxquelles, bien sûr. dont tu nous parles. Oui, Super. pas de souci. Alors, il y a une question d'une personne qui nous écoute, mais il y avait aussi deux remarques en fait au fil de ton propos. Alors, si tu veux Oui, bien, je propose qu'on les reprenne pour être, voilà, pour reclarifier peut-être tout à certains fait. points. Oui, Euh, alors, je ne sais pas si je le relis comme ça ou si je le reformule. Le commentaire remet en question le fait que tu parles du fait que l'Europe n'intervient pas dans le financement du Conseil des agriculteurs bio, alors que la mesure conseil est bien activée par les régions pour financer l'accompagnement par les GAB, les CIVAM et les chambres d'agriculture. ouais. Mais je ne sais pas si tu disais ça spécifiquement pour une Si, région si. en particulier ou... Non, non, non. En effet, il y a des financements européens qui sont utilisés pour le conseil, mais par contre, et c'est pas uniquement des fonds européens, et c'est aussi des fonds propres des régions qui visent à financer. Et en Ouais, tu fait, parlais de l'Europe, cofinancement tout à l'heure. c'est ça. Et en fait, l'Europe n'interdit pas, contrairement aux autres, aux aides directes aux agriculteurs, aux régions, de développer des financements propres. Donc c'est en cela que oui, je suis d'accord, elles utilisent aussi des financements européens. J'ai peut-être été un peu trop caricaturale, mais par contre, qu'elles peuvent utiliser des fonds propres également dans le conseil, et donc que ça leur laisse une marge d'autonomie beaucoup plus forte que dans le cadre des aides directes aux agriculteurs. Notamment sur les montants et les plafonds? Sur les montants, Sur les montants, là, pour le coup, il n'y a pas forcément de... Enfin, alors sur les montants, oui, parce que c'est du fonds propre. Donc c'est elles qui déterminent un peu les montants qu'elles veulent ajouter en fait ces aides européennes. Et donc, on serait à 1 € de l'Europe actionnée si on met 1 € à l'échelle nationale par la région ou par l'État? Non, on est moins. Alors sur les politiques européennes en particulier, sur la CAB et la MAB, par exemple, il faut savoir que les régions, la plupart des régions, enfin, alors, dans la période que j'ai observée, donc 2014-2020, Mhm. mettaient quasiment, alors sur la MAB un peu plus, mais sur la CAB, mettaient quasiment aucun financement. En fait, ça, alors là, je vais aller un enjeu un peu complexe qui est la gestion du second pilier de la PAC. Donc là, je parle bien des politiques qui sont dans le cadre du second pilier de la PAC, hein, pas des politiques propres des régions. En fait, les politiques, enfin les dispositifs qui sont intégrés au second pilier de la PAC, il y a des modalités de cofinancement obligatoires. Donc, l'Union européenne met un certain nombre de cofinancements, ça dépend des aides, entre 50 et même 25 et puis 75%. Et ensuite, en fait, il y a des cofinancements d'autres aides publiques. Mais ça peut être, par exemple, l'Agence de l'eau, l'État, les régions, etc. Et en fait, la maquette financière est pensée à l'échelle du PDR, du plan de développement rural. Elle n'est pas pensée par dispositif. Ok. Donc, finalement, les régions, parfois, ne faisaient aucun cofinancement de la CAB, mais par contre, elles décidaient de mettre l'ensemble de leur cofinancement sur la MAB, parce que, en fait, sur la CAB, finalement, vu que l'Union européenne donnait beaucoup d'argent et que l'État aussi participait au cofinancement, et que l'agence de l'eau avait dit on veut mettre beaucoup d'argent sur la CAB, ça dépendait des régions, hein, mais et bien Hmm. finalement, on trouvait ça plus judicieux de ne pas remettre de l'argent des régions, mais par contre de concentrer en fait l'argent des régions sur la MAB. Donc ça veut dire que finalement, l'argent des régions allait parfois pas du tout, donc la CAB n'était pas du tout cofinancée par les régions. Mais par contre, la MAB, oui. Mais c'était pas un choix politique dans le sens où c'est pas parce qu'ils veulent pas cofinancer la CAB. Hmm. C'était un choix plus technique de mettre en fait tout l'argent et d'éviter d'avoir trop de cofinanceurs par dispositif. C'était extrêmement compliqué après pour l'ouverture en fait des financements qui est trop d'éparpillement. Mais c'est vrai que ça devient. Mais après, c'est la politique publique, c'est sûr que ça devient technique. Et technique.
Mais on a du temps pour expliciter, donc pas de souci. Et il y a un deuxième point d'étonnement sur la comparaison entre 2004 et 2016. Alors ça, c'était quand on était sur les comparaisons des leviers, si je dis pas de bêtises. Mhm. Là, puisque entre-temps, il y a eu 2 plans de développement de la bio nationaux avec une évolution du nombre d'opérateurs bio. Dans quelle mesure est-ce que l'augmentation du nombre d'opérateurs bio peut expliquer l'augmentation du budget des régions? Tu vois, est-ce que Oui, finalement, il peut ouais, pas y avoir un biais d'observation avec cette augmentation oui, du nombre d'opérateurs et le changement politique finalement? oui. Oui, oui, et c'est intéressant cette question parce que je me la suis posée justement. Est-ce que finalement, c'est pas une variable qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire liée vraiment juste au nombre d'acteurs, qui Mhm. explique en fait l'augmentation du budget plutôt que des choix partisans, vraiment. Et en fait, je dirais que oui, la variable fonctionnelle, elle joue en partie. Parce que, en fait, pour 2 raisons. Parce que l'agriculture biologique aussi, connaît un boom, au début des années 2000 et donc en fait, globalement, les partis politiques, que ce soit de droite ou de gauche, bon sauf l'extrême droite, enfin je dans l'assemblée, dans les discours d'assemblée, vont, être, enfin vont dire que c'est important de soutenir la bio. Donc Mhm. même, chez les majorités de droite, il va y avoir des augmentations de budget, mais qui seront pas très enfin, qui seront moins grandes sur les alternatives de gauche. Mais, ce qui est intéressant à préciser, c'est que beaucoup des subventions, une part importante des subventions que j'observe, ce sont des subventions qui vont, envers aux structures, en fait. Donc, aux chambres d'agriculture, à la FRAB et cetera et donc en fait, qui sont pas, corrélées à un nombre d'acteurs économiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus des aides, par projet, on va dire. Des projets, par exemple, de recherche, des projets, en direction de la communication et cetera. Donc il y a pas un lien direct, on va dire, entre l'augmentation des acteurs économiques et l'augmentation des budgets, enfin, heu, sur tous les dispositifs. Mais c'est vrai que, bien évidemment, le contexte d'augmentation de la bio, il joue dans, cette augmentation du budget, mais en fait, il joue relativement. Il joue pas, c'est pas la seule, c'est pas la principale explication parce qu'en fait, il y a des disproportions, en fait, entre les 2. Comment on pourrait mieux discriminer justement l'effet Ce qui est lié au fonctionnel et ce qui est lié à la barrière Ouais. partisane, en fait, c'est complexe parce que, ça supposerait alors sur les dispositifs vraiment d'aide directe aux agriculteurs, en fait, c'est facile parce que c'est vraiment juste l'augmentation du nombre d'agriculteurs, du coup, il y Oui. a une augmentation des nombres d'aides. La particularité, c'est que comme je vous le disais, tout à l'heure, il y a peu de cofinancement des régions sur ces aides directes parce que c'est des aides qui sont principalement dans le cadre de l'Union européenne. Donc Mhm. en fait, ce qui est compliqué, c'est que sur les budgets propres des régions, c'est plus des enveloppes de projets. D'ailleurs, il y a une évolution parce que fut un temps, c'était des aides au fonctionnement des structures. C'est-à-dire, ils donnaient un budget tous les ans, aux structures, voilà, la FRAB avait un budget tous les ans, l'interprofession aussi, les chambres d'agriculture et de plus en plus, en fait, c'est pour des projets spécifiques, qui vont, donc avec, des obligations de résultats aussi. Mais donc c'est compliqué pour ces aides-là parce qu'en fait, c'est plus des aides de projet. Donc c'est pas des aides directes à, un acteur économique. Donc pour comptabiliser en fait le lien entre le développement de l'agriculture biologique et l'augmentation de ces types d'aides, bah, c'est très complexe. Enfin, c'est voire même, je pense, impossible. Ouais. D'accord. Et il y a une autre remarque par rapport à ce qu'on évoquait juste avant sur le fait que les élus d'extrême droite dans les conseils régionaux apportent un soutien systématique un soutien systématique à l'agriculture biologique, et ce depuis la mise en Alors place des mesures CAP depuis 1993. dans les assemblées régionales que moi j'ai étudiées, donc ça veut dire au niveau Donc en national, Bretagne et en Auvergne. en Auvergne, les élus, je vais revenir sur le tableau. Les élus, plutôt de droite radicale ou d'extrême droite, hem
étaient plutôt ceux qui étaient hostiles au soutien à l'agriculture biologique. En fait, il y a deux partis, mais un parti qui n'existe pas en France, donc que j'ai retrouvé que dans les Länder allemands. C'est Mhm. le FDP, donc c'est un parti très très libéral, qui était assez hostile au soutien, enfin dont les élus au sein des assemblées, je précise parce que j'ai vraiment pas fait cette enquête au niveau national, donc mes résultats vraiment doivent être compris à l'échelle de mes cas, hein. En fait, il y avait que deux partis qui étaient plutôt hostiles au soutien. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire hostile au soutien? C'est que très souvent, ils alpaguent en fait les élus de la majorité en disant mais pourquoi vous développez le soutien à l'agriculture biologique? Souvent d'ailleurs, alors de plus en plus, surtout vers la fin de la période, les élus de droite radicale étaient, soutenaient plutôt l'agriculture locale à l'agriculture biologique. Et donc souvent se faisait une concurrence là-dessus. Eux, ils soutenaient beaucoup plutôt donc le fait que les régions donnent de l'argent pour promouvoir l'agriculture locale, mais ils étaient très critiques vis-à-vis de l'argent qui était mis dans l'agriculture biologique. Euh, je voulais juste souligner que dans aucune de mes régions, les partis de droite radicale n'ont été à l'exécutif. Donc, ce dont je parle, c'est uniquement des positionnements d'élus qui sont dans les assemblées. En fait, Mhm. ils n'ont pas eu à prendre de décision parce qu'ils n'ont fait partie d'aucune coalition que j'ai observée. Ok. Et du coup, il y a une question également, alors plutôt qui porte sur les organisations professionnelles agricoles entre la France et l'Allemagne, puisqu'il existe aussi des chambres d'agriculture en Allemagne, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as perçu des asymétries similaires à celles qu'on peut avoir en France dans les ressources pour les structures d'accompagnement? Oui, oui, il y a des asymétries assez similaires. Alors, peut-être, C'est marrant comme phrase. il y a, oui, des asymétries similaires, c'est ça, en France et en Allemagne. Peut-être s'il y a le temps, enfin, je sais pas à quel point il y a d'autres questions, mais je peux développer un tout petit peu. Pour l'instant, on a le temps, Léa, Ça marche, tu bon, peux y pas de aller. souci. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant pour les champs d'agriculture, donc en Allemagne, historiquement, dans les Länder que j'ai étudiés, à savoir plutôt les Länder de l'Ouest et du Nord, il y a des champs d'agriculture qui se sont institutionnalisés en fait très tôt, hein, dès la fin du 19e siècle, etc. Mais en fait, elles ont une historicité qui est très différente entre la France et l'Allemagne. En France, c'est l'État qui gère les chambres d'agriculture, alors qu'en Allemagne, ce sont les Länder qui les gèrent. La législation sur les Hmm. chambres d'agriculture, c'est à l'échelle des Länder. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est que sur mes deux cas, la SE et la Basse-Saxe, il y avait une configuration très très différente. Parce qu'en Basse-Saxe, il y avait des chambres d'agriculture, il y avait deux chambres d'agriculture en fait qui ont été fusionnées parce que le Länder a demandé à ce qu'elles fusionnent. Mais en SE, le Länder a proposé de fermer la chambre d'agriculture, donc dans les années 70. Donc en fait, il y a eu une internalisation pardon, des services agricoles qui n'étaient pas dans les chambres d'agriculture, parce qu'elles n'existaient plus, mais au sein du Land. Donc, évidemment, il y a une asymétrie de ressources très forte dans ces cas-là, parce que, en fait, enfin non, alors il y a plus de chambres d'agriculture. Donc, par contre, il y a des syndicats agricoles qui participent à l'élaboration de la politique publique, parce qu'ils ont accès à des instances de régulation de la politique agricole au sein du Land, mais c'est pas eux qui mettent en œuvre la politique publique, parce que ce sont les services du Land qui la mettent en œuvre. Donc là, c'est une particularité de mon cas en SE. Mais par contre, ce que je voudrais souligner aussi dans la représentation, c'est qu'il y a une grosse différence entre la France et l'Allemagne sur en fait, les représentants spécialistes de l'agriculture biologique ne sont pas tout à fait les mêmes en France et en Allemagne. Mais par contre, c'est vrai que dans les deux cas, leurs subsides sont beaucoup moins élevés que celles des chambres d'agriculture. Hmm. Et en fait, par exemple, le cas de la Basse-Saxe, où il y a une chambre d'agriculture, la chambre d'agriculture est extrêmement puissante parce que le Land lui délègue, donc là, c'est pas Hmm. l'État, mais le Land lui délègue en fait énormément de compétences sur la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Au-delà de l'agriculture biologique, j'entends. Donc, ce qui permet en fait d'avoir une assise qui repose pas uniquement sur les politiques de soutien à l'agriculture biologique.
Est-ce que ça voudrait dire que potentiellement la capacité d'action des lenders est supérieure à la capacité d'action des régions? En puissance, en tout cas, Ouais, oui. oui. Oui, oui, Ça peut être vraiment. beaucoup moins, mais ça peut être beaucoup plus. En fait, la spécificité, c'est que ce qui était assez frappant dans ma thèse, c'est d'avoir montré que finalement, les budgets dédiés à l'agriculture biologique étaient relativement pareils Ouais, ouais. en Allemagne et en France. Ils en font Par pas la même contre, chose. c'est ça. Par contre, c'est plutôt sur les ressources institutionnelles où c'est différent. Parce qu'à aucun moment, les régions en France n'ont de compétences législatives sur les champs de l'agriculture, alors que les Länder en ont. Donc en fait, ils ont beaucoup plus de compétences. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que finalement, sauf dans le cas de la SE, donc avec l'absence des champs de l'agriculture, sur le domaine que j'ai observé, donc très précisément sur l'agriculture biologique, c'était très similaire parce qu'on avait des budgets similaires et des types d'acteurs assez proches et des instruments d'action publique assez proches. Et donc là, en fait, on se retrouve dans finalement un segment de politique publique, parce que je ne parle pas des politiques agricoles en général, où là, la différence est encore plus forte, Mm. où finalement c'est assez similaire et donc la capacité d'action est relativement proche. Et alors l'explication, mais j'avoue que ça m'a beaucoup, enfin ça j'ai pas vraiment trouvé sur comment expliquer que alors que le budget en politique agricole est beaucoup plus fort en fait aux Länder qu'aux régions, sur les politiques de soutien à l'agriculture biologique, c'est des budgets qui sont très proches en fait, Mm. dans des ordres de grandeur assez proches. Mais c'est très intéressant. Je propose qu'on s'arrête là. Je te remercie beaucoup, Léa, d'avoir joué le jeu de cet exercice sous forme d'entretien. Et puis, je remercie beaucoup notre auditrice qui a écouté très assidûment tes explications et réagi de manière très active. Donc, pour rappel, cet enregistrement sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire soit vous abonner à la chaîne, soit vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer le lien vers le replay. Léa, je te remercie. Je te souhaite bonne Merci à continuation toi. et bonne chance dans tes nouvelles fonctions, puisque dans ta présentation, je n'ai pas précisé que tu serais très bientôt maître de conférence Tout à fait. en Bretagne, justement. Donc, félicitations à toi. Et Merci. je souhaite un très bel été à toutes les personnes qui nous écoutent, puisque c'était le dernier webinaire de cette saison et la prochaine redémarrera d'ici quelques mois. Merci Merci beaucoup à beaucoup. toi. À bientôt. Au revoir.